Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des mouvements circulaires et donc l'application de la loi de Newton aux mouvements circulaires. On va en particulier étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Pour faire cette étude, on va utiliser un repère un peu particulier qui s'appelle le repère de Fresnel. Alors la particularité du repère de Fresnel, c'est que c'est un repère qui va être en mouvement et qui va suivre l'objet du mouvement. L'origine de ce repère étant systématiquement le centre de masse de l'objet en mouvement. Alors il est composé de deux vecteurs principaux, un vecteur tangentiel qu'on appelle t et un vecteur normal qu'on va appeler n. Le vecteur tangentiel est toujours tangent à la trajectoire et le vecteur normal, lui, va toujours être perpendiculaire. Dans le cas d'un mouvement circulaire, on a un vecteur n qui est dirigé vers le centre du cercle. On démontre mathématiquement que l'accélération normale dans ce repère est égale à v carré sur r, donc la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle, et que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors c'est ces deux propriétés-là qu'on va utiliser pour simplifier notre étude des mouvements circulaires. Maintenant qu'on a présenté le repère de Fresnel, on va étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc on a ici sur le schéma le Soleil d'un côté, la Terre de l'autre, et on voit qu'on a placé un repère de Fresnel avec les vecteurs n et t. La force qui s'applique, c'est la force du Soleil sur la Terre, c'est donc la force de gravitation universelle. Donc si j'applique les différentes étapes pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, le système tout d'abord, c'est la Terre qui est de masse m, on se place dans un référentiel héliocentrique, donc qui a pour origine le centre du Soleil, et le repère qu'on va utiliser, c'est le repère de Fresnel. Donc l'origine de ce repère, c'est le centre de la Terre, et on a nos deux vecteurs directeurs, n et t. Si je fais le bilan des forces, la seule force qui s'applique ici, c'est la force de gravitation universelle. Donc F de S sur T, c'est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil divisé par R carré, et elle est dirigée de la Terre vers le Soleil, donc sur le vecteur N. Si j'applique ma deuxième loi de Newton et donc mon PFD, on voit que MT égale A égale somme des forces extérieures, et donc égale à la gravitation universelle, soit G MT MS sur R carré, fois le vecteur N. Si je simplifie par la masse de la Terre, qui est des deux côtés de l'équation, j'arrive finalement à A égale Gms sur R carré fois N. Si je projette maintenant ces équations dans mon repère de Fresnel, j'obtiens une accélération normale égale à Gms sur R carré et une accélération tangentielle égale à 0. Comme on a pu le voir précédemment, l'accélération normale c'est égal à V carré sur R, et l'accélération tangentielle c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si je regroupe ces équations avec celles que j'ai trouvées précédemment, je trouve que v carré sur r égale g fois ms sur r carré, et que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Si je m'intéresse plus particulièrement à cette accélération tangentielle, on voit que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Ça implique donc qu'on a une vitesse constante, et donc on en déduit que le mouvement de la Terre dans le cas d'une orbite circulaire est un mouvement circulaire et uniforme. Maintenant, si je m'intéresse à l'équation normale, je vois que v carré sur r égale gms sur r carré, ça me donne donc une vitesse égale à racine de gms sur r. On voit qu'on obtient très rapidement la vitesse de la Terre autour du Soleil, et comme on a démontré avant que cette vitesse est constante, on sait que ça va rester la même sur toute la rotation de la planète. On observe également que la vitesse d'une planète autour du Soleil ne dépend que de la masse du Soleil en lui-même et de la distance de la planète par rapport à lui. Ça ne dépend en aucun cas de la masse de la planète elle-même. Si je m'intéresse maintenant à la période de rotation d'une planète autour du Soleil, par définition, la période de rotation, c'est le temps que met cette planète pour faire une révolution complète. Or, on sait que le temps parcouru, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc ici, on a une période égale à 2πr sur v. Alors pourquoi 2πr? Ça correspond au périmètre d'un cercle de rayon r, c'est-à-dire la distance parcourue par une planète autour du Soleil. J'en déduis donc que la vitesse est égale à 2πr sur t. Et comme on a démontré précédemment que v carré égale gms sur r, ça nous donne l'équation ci-dessous, et on arrive à t carré égale 4pi carré r cube sur gms. Donc si je prends la racine de tout ça, j'obtiens t égale racine de 4pi carré r cube sur gms. Je peux sortir le 4pi carré de la racine pour avoir 2pi racine de r cube sur ms fois g. On en déduit également, si je passe le r cube de l'autre côté, que t carré sur r cube égale 4pi carré sur gms, et ceci est une constante qui ne dépend que de la masse du Soleil. Donc on en déduit que le rapport t carré sur r cube est une constante qui ne dépend pas de la planète. Donc on va pouvoir déterminer directement la période de révolution d'une planète en fonction de sa distance du Soleil.
Pour finir cette vidéo, on va énoncer donc les 3 lois de Kepler. La première loi, appelée loi des orbites, nous dit que l'orbite d'une planète est une ellipse, donc le Soleil est l'un des foyers. La deuxième loi, qu'on appelle la loi des aires, nous dit que le segment de droite reliant les centres de masse du Soleil et de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Ça veut dire quoi? On peut en déduire assez rapidement que plus une planète sera proche du Soleil dans son orbite, plus elle se déplacera vite, le rayon étant plus petit, et il va falloir qu'elle se déplace plus rapidement pour parcourir la même surface. Et donc plus la planète sera éloignée, et plus elle va ralentir. Alors dans le cas d'une orbite circulaire, ça ne s'observe pas, mais pour des astres qui vont avoir des orbites très elliptiques, comme les comètes par exemple, on voit une énorme variation de vitesse au cours de leur orbite. La dernière loi qu'on a démontrée précédemment, c'est celle qu'on appelle la loi des périodes, c'est celle qui nous dit que le rapport t² sur r³ est une constante qui ne dépend que de l'astre attracteur.